Bonjour à tous. Je suggère qu'on débute. On a quand même un programme chargé pour la prochaine heure. Aujourd'hui, bienvenue au jeudi juridique qui porte sur les liaisons professionnelles en matière de santé et sécurité. C'est un jeudi juridique qui se veut un petit peu plus juridique, justement. Donc, je vous invite à intervenir, poser vos questions si c'est un peu trop technique. Euh, et si vous avez des questions qui sont plus spécifiques à certains dossiers ou qui ne portent pas spécifiquement sur ce qu'on aborde au moment de la présentation, vous pouvez les garder pour la fin. Il va y avoir une période de questions. Donc, l'objectif de la présentation d'aujourd'hui, premièrement, c'est de démystifier les différents concepts, les différentes lésions professionnelles qui peuvent exister, de voir un peu le cheminement d'une lésion professionnelle du début jusqu'à la consolidation, donc la guérison de la lésion professionnelle, et de comprendre un peu tout ce monde-là aussi du processus légal qui existe, de voir comment on peut accompagner les travailleurs, travailleuses dans le cadre de leur réclamation, mais aussi tout au long du cheminement. Vous allez voir, je vais utiliser le mot travailleur, mais ça inclut évidemment les travailleuses, là, si je me trompe. J'essaie d'utiliser un langage qui va être inclusif aujourd'hui. Donc, voilà, le plan de la présentation, comme je vous l'ai mentionné, on voit les différentes lésions professionnelles, l'évolution, le processus décisionnel et comment accompagner. Puis ensuite, je vais terminer par une petite discussion ouverte avec vous sur comment tout ça s'applique en pratique. Donc, les différentes lésions professionnelles qui existent sont les suivantes qu'on va aborder toutes les unes après les autres. Donc, l'accident de travail, la maladie, la lésion professionnelle psychologique, l'aggravation d'une condition personnelle, la lésion professionnelle causée par les soins, la rechute récidive, aggravation et le nouveau diagnostic. Donc, le plus fréquent, on va commencer par le plus fréquent, celui que vous connaissez tous, qui est l'accident du travail. L'accident du travail, en fait, là, pour commencer, comme c'est aussi le plus fréquent, c'est bien encadré par la loi et le législateur qu'on appelle, donc la loi sur les maladies et accidents du travail, prévoit certaines présomptions qui favorisent la reconnaissance d'une lésion professionnelle. Pourquoi c'est comme ça, en fait? C'est parce que la LATMP, que je vais appeler, donc c'est la loi sur les accidents et maladies professionnelles, je vais utiliser le diminutif aujourd'hui, c'est une loi qui est dans le public et qui est vraiment pour favoriser les justiciables dans l'exercice de leurs droits. Donc, il y a certaines présomptions qui existent, qu'on va voir ensemble aujourd'hui, qui visent à favoriser la reconnaissance des droits et donc favoriser pour le travailleur, la travailleuse qui va exercer un droit, va diminuer son fardeau. Donc, la personne, une fois que certains critères vont être remplis, l'application, en fait, de l'article, l'article va s'appliquer automatiquement et ça va être à l'employeur d'avoir le fardeau de renverser. C'est le cas de l'accident de travail qui a une présomption, en fait, d'accident de travail si certains critères sont rencontrés. Donc, peut-être que lors des rencontres trimestrielles, on a eu la chance d'échanger ensemble ou dans le cas de certains dossiers, on parlait souvent de l'importance de, lorsqu'arrive un accident de travail ou même une douleur au travail, l'importance de aller voir son employeur immédiatement pour le déclarer et d'aller voir un médecin le plus rapidement possible. Pourquoi? C'est pour que la présomption de l'article 28 de la loi sur les accidents et maladies professionnelles s'applique. Cette présomption-là prévoit qu'une personne qui se trouve sur les lieux du travail, en train d'exercer son travail et qui se blesse, en fait, une blessure, a subi une lésion professionnelle. Donc, une fois que ces trois critères-là sont rencontrés assez facilement, en fait, c'est une lésion professionnelle et c'est à l'employeur vraiment de renverser le fardeau. Je vais juste voir les critères avec vous pour qu'on puisse un peu les démystifier. Donc, le premier, c'est d'avoir subi une blessure. Une blessure a normalement les caractéristiques suivantes qui sont d'avoir, en fait, d'être provoquée par un agent qui est vulnérant, donc qui blesse, extérieur, de nature physique ou chimique. Donc, l'identification d'une blessure n'a pas besoin d'être précédée de l'identification de sa cause, de son étiologie qu'on dit, mais ça peut. Donc, on n'a pas besoin de savoir la cause, mais il faut normalement qu'il y ait quand même eu un agent externe. Par exemple, un coup, une chute, un faux mouvement. Donc, il faut que la douleur résulte au site traumatique où est-ce que la blessure elle est arrivée. Normalement, lorsqu'il y a une blessure, il n'y a pas de temps de latence, donc ça arrive immédiatement, la douleur et le choc. Et voilà. Et il peut y avoir aussi une blessure lorsqu'il y a la sollicitation d'un membre ou d'un muscle, d'un tendon dans l'exercice d'un mouvement. Donc, une blessure peut soit résulter justement d'un coup ou bien d'un mouvement qui soit un faux mouvement ou un mouvement qui est comme plus fort qu'à l'habitude.
Il faut toutefois différencier ce qui est une blessure d'une douleur. Donc, il faut vraiment, quand on pense à blessure, on pense à une entorse, une fracture, une commotion, tout ce qui est d'origine vraiment traumatique. Qu'est-ce qui n'est pas une blessure? On va penser à ce qui est latent. Par exemple, tout ce qui termine en it, donc des bursites, tendinites. Des fois, ça fait moins référence à ce qui est d'une blessure. Et là, encore une fois, tout ce que je vous dis, c'est pas ce qu'on peut pas reconnaître d'accident de travail, mais c'est que c'est pour appliquer la présomption. Donc, que ça soit plus facile de reconnaître un accident de travail. Donc, premier critère, avoir une blessure. Le deuxième, il faut que l'événement arrive sur les lieux du travail. Quand on parle des lieux du travail, c'est quoi? C'est un endroit qui est physique, donc où le travailleur ou la travailleuse va exercer son travail. Donc, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du travail. Par contre, si la personne se trouve dans son aire de repos ou dans le stationnement, on ne va pas pouvoir dire qu'elle est sur les lieux physiques, donc on ne pourra pas appliquer la présomption. Et le troisième critère, c'est lorsque le travailleur, la travailleuse était en train d'exercer son travail. Donc, on parle vraiment même de l'exécution des tâches ou de ses fonctions principales ou accessoires. Donc, si la personne est en train de prendre une pause, on ne pourra pas appliquer la présomption de l'article 28. Donc, comment elle s'applique cette présomption-là? Je vous l'ai dit, comment elle se prouve, je veux dire. Bien, on va la prouver lorsque le travailleur va déclarer la journée même, le plus tôt possible, à son employeur qui a subi un accident de travail, qui a eu une douleur au travail, et lorsqu'il va consulter un médecin pour se faire diagnostiquer un diagnostic de blessure. Une fois que ces choses-là sont rencontrées, ben là, c'est comme si on cristallise un peu la présomption, et ensuite, on peut faire la réclamation, et ça va être à l'employeur de prouver, de renverser la présomption en prouvant que le geste qu'on a fait n'est pas susceptible de causer le diagnostic qui est décrit. Et c'est plus difficile. Dans l'application de la présomption de l'article 28, les tribunaux vont vraiment regarder la crédibilité du travailleur. Donc, c'est important d'avoir des faits qui sont crédibles, qui sont vraisemblants, qui sont précis et que la version elle est cohérente d'une fois à l'autre. Parce que tout au long de l'évolution d'un dossier, en fait, le travailleur ou la travailleuse va être amené à parler avec plusieurs personnes. Premièrement, il va déclarer l'accident à son employeur. Ensuite, il va remplir la réclamation à la CNSST. Ensuite, la CNSST va l'appeler pour avoir des informations complémentaires. Ça peut qu'il y ait devant un juge. Donc, à tous ces intervenants-là, pour avoir une crédibilité et appliquer la présomption, il faut que la version soit toujours la même. Donc, ça, ici, on applique la présomption, qui est la solution idéale. Il arrive que la présomption n'est pas applicable, notamment lorsque le diagnostic ne rentre pas dans un diagnostic de blessure ou lorsque le travailleur n'était pas en train de faire ses tâches lorsqu'il est survenu la lésion professionnelle. À ce moment-là, on va appliquer la notion d'accident du travail dans son sens un peu plus large. En fait, on va devoir appliquer la notion d'événement imprévu et soudain pour prouver qu'un accident du travail est survenu. Je vous ai mis la définition ici qui est prévue dans la loi. Donc, la notion d'accident du travail, qui est un événement imprévu et soudain qui est attribuable à toute cause survenant à une personne par le fait ou à l'occasion du travail et qui entraîne une lésion professionnelle. C'est beaucoup de termes, mais on va les décortiquer ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on n'est pas capable d'avoir accès à la présomption, le fardeau de preuve va être sur les épaules du travailleur, de démontrer qu'il a subi une lésion professionnelle. Et donc, il va devoir démontrer une relation causale entre le diagnostic qu'il a reçu et l'événement qui s'est produit. Donc, on ne peut pas juste dire j'ai subi une lésion professionnelle en marchant au travail. Il faut comme démontrer que le mouvement qu'on fait est susceptible de causer le diagnostic. Donc, ici, je voulais juste voir chaque élément avec vous qui est constitutif de la définition d'un accident du travail et que le travailleur doit démontrer. Donc, un événement imprévu soudain, qu'est-ce que c'est? Selon la jurisprudence, il est vrai qu'un fait accidentel peut survenir lors de l'accomplissement d'un geste qui est habituel par le travail. Or, encore faut-il qu'il y ait la preuve d'un événement imprévu soudain lors de l'accomplissement d'un geste qui a été administré, même si c'est un geste normal. On ne peut pas juste dire j'ai eu mal au travail. Parce que ce n'est pas la douleur qui doit être subite, mais ça doit vraiment être comme l'événement. Donc, qu'est-ce qui est un événement imprévu soudain? Bien, on peut penser à un faux mouvement, un effort excessif ou une tâche qui est mal effectuée. Mais il doit y avoir une surcharge dans la tâche, par exemple. Ou le mouvement ne peut pas être juste un mouvement régulier, ça doit être un faux mouvement. Je vous donne un exemple. Une personne qui, par exemple, est concierge,
est amené à soulever des petites poubelles. S'il fait juste se lever et soulever une petite poubelle qui est avec du papier normalement et que soudainement il a mal au dos, ben ça va être difficile de prouver un accident du travail. Par contre, si soudainement il y avait une brique dans la poubelle, il la soulève, puis là, ça crée vraiment une douleur, ben là, il y a quelque chose d'anormal, d'imprévu soudain, on va pouvoir dire qu'il y a un accident de travail. Euh, un événement imprévu soudain, ça peut être vu sous un angle qui est plus large aussi. Donc, ça peut être une surcharge de travail ou des conditions de travail qui sont inhabituelles. Donc, pour reconnaître une surcharge de travail, il faut qu'il y ait un changement qui est majeur. On peut penser à, par exemple, une période vraiment occupée, puis une personne quitte le travail. Alors là, toute sa charge de travail va être redistribuée sur les autres. Si un accident de travail se passe parce qu'il y a un excès, un surcroît de travail à ce moment-là, on va pouvoir dire qu'effectivement, il y a eu un imprévu et un événement imprévu soudain dans son sens plus large parce que durant une semaine, on a dû assumer le double des tâches qu'on avait normalement. Une autre façon de voir l'événement imprévu soudain, ça peut être des micro-traumatismes. Donc, ça, on réfère souvent à une suite de modification de tâches ou une mauvaise utilisation des outils de travail, ou encore un travail qui va être exercé dans des conditions qui sont inhabituelles ou en raison d'un équipement défectueux, par exemple. Si par contre, les micro-traumatismes on ressent une douleur suite à l'utilisation normale d'un outil de travail, on va plus aller sous l'angle de la maladie professionnelle et non de l'accident. L'accident, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose comme d'anormal qui se passe. Et enfin, un autre des éléments, fait que j'ai le premier critère qui est l'événement imprévu soudain. On a vu différentes façons de voir comment on peut avoir un événement imprévu soudain. Soit un événement qui se passe, comme on tombe, ou une surcharge, une anomalie dans les conditions de travail. Deuxième élément, ça peut être attribuable à toute cause. Donc, on n'a pas besoin de savoir pourquoi c'est arrivé tant que c'est arrivé sur les lieux du travail. Fait que ça favorise le travailleur. Donc, je donne un exemple, une personne tombe par terre parce qu'elle a perdu connaissance. Si c'est causé par l'anémie d'une personne, la majorité des tribunaux vont venir dire on n'a pas besoin de savoir que c'est une condition personnelle, d'abord que ça s'est passé au travail. C'est un élément important à savoir. Ensuite, il faut que ça se passe à l'occasion du travail, soit par le fait du travail ou à l'occasion du travail. Lorsqu'on applique la présomption qu'on a vue dans la diapositive précédente, il faut que le travailleur soit en train d'exécuter ses tâches pour qu'on puisse reconnaître une présomption. Dans le cas de l'événement imprévu et soudain, le travailleur n'a pas besoin d'exécuter ses fonctions pour qu'on reconnaisse un accident de travail. Ceci veut dire qu'un travailleur qui se blesse alors qu'il est en train de prendre sa pause santé à l'extérieur puis de jaser avec ses collègues peut se faire reconnaître un accident de travail. Les critères qu'on va appliquer, ça va être ceux que j'ai mis juste dans la diapositive que vous avez sous vos yeux. On va analyser certains éléments pour voir s'il y a une rupture on appelle ça la sphère professionnelle. Donc, est-ce que le travailleur était encore dans sa sphère professionnelle ou il est tombé dans sa sphère personnelle? Et là, ça ne serait pas couvert par la CNSST. Si le travailleur est encore dans sa sphère professionnelle, bien qu'il n'exerce pas ses tâches, ben, il peut être couvert. Donc, les critères sont notamment, on va regarder le lieu de l'événement accidentel, le moment de la journée, si la personne elle est rémunérée durant qu'elle s'est blessée, l'existence d'un degré d'autorité ou de subordination à ce moment-là, et la finalité de l'activité qui est exercée par le travailleur. Donc, est-ce que c'est accessoire à son travail? Est-ce que c'est pertinent à l'emploi ou non? Le caractère de connexité et d'utilisation avec le travail. Donc, je vous donne des petits exemples pour que vous puissiez comprendre là, les limites un peu de ce qui est accepté ou non par les tribunaux. Par exemple, comme je l'ai dit, une personne qui est à l'extérieur et qui jase avec ses collègues durant une pause et qui chute, là, ça va être couvert normalement par la CNSST. Quelqu'un qui fume à l'extérieur et qui se blesse, ça peut être reconnu. D'autres tribunaux vont dire, d'autres juges vont dire, ben, c'est pas utile à l'employeur le fait de fumer, donc non. C'est vraiment, ça dépend, puis la jurisprudence, elle fluctue. Si une personne, pendant son heure de dîner, part et s'en va dîner à la maison, subit un accident de travail pendant ce moment-là, normalement, ça va être refusé parce qu'il y a eu une rupture de la sphère professionnelle. Mais vous pouvez voir que c'est quand même large et des fois, même si on n'est pas sur les lieux du travail, mais qu'on est quand même à une utilité pour le travail, par exemple, on est parti faire des commissions sur notre pause, on n'est pas rémunéré, mais on est parti faire des commissions pour l'employeur, on peut quand même subir un accident de travail. Donc, c'est pertinent de connaître la notion de à l'occasion du travail et non dans le cadre des tâches. Savoir que la LATMP, donc la CNSST, couvre vraiment large ce qui est de reconnaître qu'il y a un accident de travail.
Je ne sais pas s'il y a des questions sur la notion d'accident du travail, mais là, on aurait couvert la portion accident du travail dans son sens théorique. Et je passerai à la notion de maladie du travail, mais maladie professionnelle. Euh, donc, la notion de maladie professionnelle, elle est définie à la loi comme une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement au risque particulier du travail. C'est beaucoup de termes, encore une fois, assez complexes. On va les décortiquer ensemble. Encore une fois, en fait, la loi prévoit une présomption de maladie professionnelle si certains critères sont rencontrés pour faciliter la reconnaissance d'une maladie professionnelle. Donc, cette présomption-là se retrouve à l'article 29 que je vous ai reproduit. À défaut de pouvoir appliquer la présomption, on va devoir appliquer l'article 30 et ça va être au travailleur de démontrer qu'il a souffert d'une maladie professionnelle. On va analyser chacun des deux articles ensemble. Donc, pour bénéficier de la présomption d'une maladie professionnelle, et donc avoir seulement deux petites choses à démontrer et ensuite tu as l'employeur de démontrer qu'il n'y a pas de lien. La première, c'est d'avoir, en fait, être atteint d'une maladie qui se retrouve au règlement sur les maladies professionnelles. Je vous donne des exemples parce que des fois, ça peut être difficile de savoir. Donc, les exemples que j'ai, on a des exemples de lésions musculo-squelettiques. Tantôt, je vous ai dit les mots qui terminaient en "it" n'étaient pas vraiment caractérisés dans un accident de travail. Par contre, dans la maladie, ils vont se retrouver au règlement. Donc, ça va être plus facile d'en faire la preuve. Donc, je pense à une bursite, tendinite, ténosynovite, et se retrouve au règlement. Et donc, le premier critère est rencontré. Si on exerce le travail qui est décrit au règlement et qui est associé à cette maladie, alors à ce moment-là, la présomption peut s'appliquer à nous. Dans le cas, par exemple, des lésions musculo-squelettiques telles la bursite, tendinite, ténosynovite, si la personne a exercé un travail qui implique des répétitions de mouvements ou des pressions sur des périodes de temps prolongées, à ce moment-là, le tribunal peut reconnaître une maladie professionnelle. Par contre, c'est important de définir qu'est-ce qui est une période de temps prolongée et qu'est-ce qui est des mouvements répétitifs. Donc, là, ça va être au juge qui va venir définir, mais des mouvements répétitifs, on va parler du même mouvement saccadé tout le temps, sans pause. Des longues périodes de temps prolongées, ça va être par exemple 6-7 heures de temps à faire le même mouvement pendant quelques mois, voire années. Donc, c'est pas facile de démontrer une maladie professionnelle. D'autres diagnostics qui se retrouvent au règlement, pour vous donner des exemples, on a par exemple l'amiantose qui nécessite d'avoir exercé un travail impliquant une exposition à la fibre d'amiante, atteinte auditive causée par le bruit ou surdité professionnelle, avoir exercé un travail qui implique une exposition à un bruit excessif. Ça, c'est plus facile à démontrer, par exemple, dans un environnement d'usine bruyant. Ça peut être aussi dans, je sais, des mines. Et il y a certains examens ORL qui sont faciles et qui démontrent une courbe de surdité professionnelle. D'autres diagnostics comme la dermatite de contact allergique. Dans ce contexte-là, par exemple, il faut être en contact avec des substances telles que le nickel, le chrome, époxy, mercure. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment des critères qui sont prévus à certains règlements. Une fois on souffre d'une maladie qui est prévue au règlement et qu'on est capable de démontrer qu'on a comme fait un travail qui correspond à la description, ben à ce moment-là, il y a une présomption et c'est à l'employeur de renverser en démontrant l'absence de lien entre le travail qu'on exerce et la maladie. Et lui doit le prouver par une preuve qui est médicale. Voilà. Et là, je fais juste une petite parenthèse qui est importante dans le contexte des travailleurs étrangers temporaires. C'est pas rare que j'ai entendu des gens qui me disent ah, tel travailleur a souffert d'une maladie professionnelle. Moi, je me garde toujours une petite réserve parce qu'il y a des maladies, c'est pas facile à prouver. Comme vous voyez, il y a des notions de temporel qui sont importantes, tant sur l'exécution du travail, donc qu'on parle d'une période de temps prolongée avec un mouvement répétitif qui est le même, par exemple, quand on parle de lésions musculo-squelettiques, mais également une période temporelle qui est prolongée en termes de mois, voire années. Donc, si on a une personne qui est un travailleur saisonnier, si à la maison, il n'exerce pas le même travail, ça va être plus difficile de démontrer une maladie professionnelle. Donc, ma suggestion, c'est peut-être plus d'aller sous l'angle de l'accident du travail avec surcharge du travail. Donc, on a vu qu'il y avait la possibilité d'alléguer, par exemple, une surcharge du travail dans un contexte particulier. J'irais peut-être plus vers cet angle-là dans ce contexte-là. Mais chaque cas est un cas d'espèce là, qu'il faut vraiment analyser. Donc, si on n'est pas capable de démontrer la présomption, donc par exemple, le diagnostic ne se retrouve pas au règlement, bien là, on va aller avec la démonstration sous l'angle de l'article 30.
Et ça, c'est encore plus complexe, mais c'est pas impossible. Il y a certains emplois qui sont caractéristiques du travail, d'une certaine maladie. Je vais vous donner des exemples. Donc, la première façon de démontrer qu'on est atteint d'une maladie professionnelle, c'est de démontrer effectivement que notre maladie elle est caractéristique d'un certain travail. Donc, il faut démontrer qu'un certain nombre significatif de personnes qui travaillent dans des conditions similaires à nous en sont également affectées, puis que la maladie elle est présente chez ce type de travailleurs-là, plus que dans la population en général. Donc, c'est des études qui sont statistiques épidémiologiques parce qu'on va prendre des groupes de travailleurs et on va les comparer avec le reste de la population. Donc, c'est pas un travailleur qui peut seulement démontrer par lui-même qu'il a souffert une maladie professionnelle. Il faut qu'il apporte vraiment des études qui démontrent que son type d'emploi est susceptible de causer ce type de diagnostic-là. C'est pas impossible à trouver, là. Il y en a beaucoup sur Internet, c'est facile à trouver, mais on peut pas juste l'alléguer comme ça. Je vous donne des exemples. C'est reconnu de façon plutôt unanime par les tribunaux que les tendinites sont caractéristiques du travail d'hygiéniste dentaire en raison de la posture de travail qui est statique, des bras dans les airs. Et il y a beaucoup d'études qui sont effectuées sur le sujet, qui sont faciles à trouver en ligne, donc c'est toujours accepté. D'autres exemples, les électriciens aussi ont toujours les bras dans les airs. Des diagnostics là, qui se situent au niveau des épaules. C'est caractéristique du travail d'électricien. Donc, c'est pas impossible à prouver, pas du tout. Et l'autre façon de démontrer, à défaut de pouvoir démontrer une preuve qui est épidémiologique, ça va être de démontrer de façon médicale que les risques qui sont particuliers au travail exercé par le travailleur. Donc, par exemple, on va parler de risques particuliers lorsque l'exercice d'un travail fait encourir, en raison de sa nature même ou des conditions dans lesquelles ils sont exercés, un risque de développer une certaine maladie précise. On va penser, par exemple, à certains matériaux, si c'est pas de la surdité professionnelle. Moi, j'essaie de voir cet article-là, il est vraiment rarement appliqué parce que ça va par entonnoir. Là. On essaie d'appliquer l'article 29, puis après ça, la caractéristique du travail, puis après ça, il faut une preuve médicale assez étayée. Voilà. Pour la maladie professionnelle, c'est important de dire le délai. Parce que tant pour l'accident que pour la maladie professionnelle, c'est 6 mois pour réclamer. Par contre, dans un cas d'accident, les 6 mois, c'est beaucoup plus facile à répondre parce que quand on a une douleur qui est subite, on réclame rapidement. Par contre, une maladie, de par sa nature, ça s'installe graduellement au fil du temps. Donc, c'est plus difficile de déterminer quand est-ce que commence le délai pour pouvoir réclamer pour une maladie professionnelle. Donc, la loi et la jurisprudence ont déterminé que ce délai-là commence lorsque le médecin pose le diagnostic ou, à défaut, lorsqu'on est capable d'acquérir la connaissance du lien entre le diagnostic qui est posé et le travail. Donc, souvent, on peut se faire poser un diagnostic pendant plusieurs mois, voire années, par exemple, tendinite. Puis à un moment donné, quand on parle avec notre médecin, il dit « Ah, ben là, quel travail tu exerces? » Et là, c'est à ce moment-là qu'il fait le lien entre les gestes qui sont effectués au travail et le diagnostic que le délai commence à courir. Et comment on le sait? En fait, c'est par les notes médicales. Donc, les médecins, vous le savez, ils notent tout dans tout leur dossier. Et par exemple, si un travailleur va déposer une réclamation 2 ans plus tard, l'employeur va pouvoir demander l'accès aux notes médicales et consulter les notes médicales et voir, il y a 2 ans, il parlait déjà du fait qu'à son travail, ça lui faisait mal chaque fois qu'il faisait ce mouvement-là. Ça fait 2 ans, il n'a pas rien réclamé, donc c'est hors délai. Et le travailleur est fort clos de pouvoir réclamer à la CNSST. Donc, c'est important de sensibiliser les travailleurs s'ils sentent que c'est à cause du travail, de l'expliquer au médecin et de faire une réclamation. Et si c'est refusé, en fait, c'est ça, de sécuriser leurs droits, puis après ça, s'ensuit le parcours, puis on fera les preuves médicales pour voir si c'est vraiment causé par le travail. Et un autre élément aussi important, c'est le délai peut commencer à courir non seulement par le médecin qui fait le lien, mais aussi si on a des collègues ou des gens qui exercent le même travail que nous, qui ont reçu ce diagnostic-là, comme nous, et qui exercent le même travail. Ça peut aussi être un moment où se déclenche la connaissance et que le délai de 6 mois peut commencer à courir. Voilà. C'est ce qui termine la maladie professionnelle. On va passer à la lésion professionnelle psychologique. Donc, vous le savez, là, la CNSST a 2 volets. A le volet santé-sécurité pour réclamer un accident de travail, mais aussi le volet normes du travail.
Et des fois, quand on subit du harcèlement au travail, on pense à déposer une plainte pour dire j'ai subi du harcèlement, je me sens pas bien au travail. Mais c'est possible aussi de réclamer pour une lésion professionnelle qui est psychologique, donc de s'absenter du travail parce qu'on a un diagnostic qui est psychologique et de réclamer un accident du travail, en fait, une lésion professionnelle sous cet angle-là. Dans le cas de la lésion professionnelle qui est psychologique, en fait, la présomption de l'article 28 ne va pas s'appliquer. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, la présomption de l'article 28 qui favorise là, que ça soit plus facile de se faire reconnaître la lésion professionnelle, on requiert un diagnostic de blessure. Et comme on a vu tantôt, le diagnostic de blessure, ça fait appel plus à ce qui est comme un choc, un traumatique, comme un entorse lombaire, par exemple. Mais les diagnostics psychologiques, comme un trouble d'adaptation, un choc de stress post-traumatique, une dépression majeure, sont pas reconnus comme un diagnostic de blessure. C'est pas une blessure. Donc, on doit tomber sous la catégorie de l'analyse sous l'angle de l'événement imprévu et soudain. Et on l'a vu tantôt, quand on a un événement imprévu soudain, qu'est-ce qu'on doit démontrer? On doit démontrer un événement imprévu soudain qui est attribuable à n'importe quelle cause qui arrive soit à l'occasion du travail et soit par le fait ou à l'occasion du travail. Donc, quand on l'a vu pour une notion physique, on peut pas juste faire son travail normal et avoir une douleur. Il faut qu'il soit arrivé quelque chose de particulier. Et dans la lésion psychologique, c'est la même chose. Il faut que quelque chose de particulier arrive. Ce qui veut dire que quand on a un diagnostic psychologique, comme une dépression, un trouble d'adaptation, ça ne peut pas résulter du cadre normal du travail. Il faut absolument qu'il y ait quelque chose, on dit, qui sort du cadre normal du travail pour que survienne un accident du travail et que ça soit reconnu comme une lésion professionnelle. Donc, des conflits de personnalité, des chicanes entre des collègues ne peuvent pas, si ça reste dans le cadre normal du travail, parce que c'est normal d'avoir de la mésentente parfois entre des collègues, à ce moment-là, malheureusement, si ça reste dans le cadre normal, on ne peut pas le faire reconnaître comme une lésion professionnelle s'il s'ensuit un diagnostic. Même chose lorsque l'employeur exerce son droit de gestion. Donc, si un employeur impose des mesures disciplinaires, impose un suivi à une personne qui ne va pas répondre aux exigences du poste et va faire comme un suivi qui est plus serré, si ça dérange la personne, ça lui cause comme un mal-être puis un trouble d'adaptation. Malheureusement, si le tribunal va analyser le comportement de l'employeur, mais si ça répond à un comportement qui est raisonnable, bien qu'il y ait un diagnostic puis que la personne puisse souffrir puis elle ne peut pas offrir une prestation de travail, ça ne va pas être reconnu comme un accident de travail. On va dire, c'est comme une condition qui est personnelle à toi et ça doit être indemnisé par ton assureur personnel. La même chose s'applique si la personne a par exemple, un diagnostic psychologique suite à une réorganisation de tâches ou des problèmes d'adaptation à un nouveau style de gestion. On va toujours regarder si c'est exercé de façon raisonnable, si c'est exercé de bonne foi et si oui, en fait, malheureusement, s'il s'ensuit un diagnostic, il n'y aura pas de lien avec le travail. La question qu'on se pose, c'est donc, est-ce que toute personne qui serait placée dans ces circonstances-là aurait subi un accident de travail ou ça relève davantage des perceptions d'un travailleur, d'une travailleuse? Malheureusement, on ne peut pas indemniser ce qui ressort de façon exclusive des perceptions de quelqu'un. Il faut qu'il y ait un caractère objectif traumatisant. Et je réitère que quand on analyse l'existence d'une lésion professionnelle psychologique, la question à se poser, ça ne sera pas la même que quand on va déposer une plainte parce qu'il y a existence de harcèlement. Les deux vont se faire de façon concomitante. Il y en a un qui va être analysé par le volet normes du travail de la CNSST et l'autre par le volet santé-sécurité. Donc, le tribunal qui analyse s'il existe une lésion professionnelle ne va pas analyser si effectivement l'employeur a respecté ses obligations en matière de harcèlement et s'il y avait véritablement du harcèlement au travail, mais il va analyser si les circonstances sont suffisamment traumatisantes pour causer un diagnostic et si une personne placée dans les mêmes circonstances l'aurait subi. On va prendre la personne avec sa fragilité. Là. Des fois, il y a des personnes qui ont subi des événements traumatiques dans le passé. On va quand même la prendre avec sa vulnérabilité avec laquelle elle arrive au travail, mais ça ne peut pas ressortir uniquement de son historique à elle que ça justifie une réaction comme ça et ça cause un trouble d'adaptation, par exemple. Il faut vraiment qu'il y ait un caractère qui est objectivement traumatisant. Je le répète. Donc, voilà. Ça, c'est pour la lésion psychologique. Ensuite, tantôt, je vous ai mentionné que ça ne peut pas seulement être l'apparition d'une douleur au travail. Je pense que ça va être une des choses les plus importantes aujourd'hui, aborder ensemble, qui est cette diapositive-là.
Souvent, les travailleurs vont dire: «Avant, j'avais pas mal, maintenant j'ai mal, donc j'ai un accident de travail». Et j'aimerais là, que ça se passe comme ça pour tout le monde, mais malheureusement, la manifestation d'une condition personnelle au travail ne constitue pas un accident de travail. On l'a vu tantôt, ça prend un événement objectivement traumatisant. Ça prend un événement imprévu et soudain. Euh, donc, l'existence d'une condition personnelle ne va pas faire échec à la reconnaissance d'une lésion professionnelle. Quand je parle de condition personnelle, là, juste qu'on soit clair, là, je parle de quelqu'un, par exemple, qui a de la dégénérescence discale dans le dos, a une hernie discale dans le dos et subit une entorse lombaire au travail. Ça arrive souvent. Parce que les gens, ben, travaillent jusqu'à 60 ans et à un moment donné, il y a une certaine dégénérescence qui s'ajoute dans notre corps. Donc, euh, l'aggravation de la manifestation même d'une condition personnelle au travail ne peut pas constitue en soi un accident de travail. Il faut qu'il existe un événement qui, même pour une personne qui n'aurait pas cette préexistence-là au dos, ça l'aurait causé un certain diagnostic. Est-ce que le diagnostic aurait été aussi important? Peut-être pas. Donc, ça se peut que ça soit juste un petit événement qui, pour une personne normale, aurait causé une entorse lombaire qui aurait duré 2 semaines. Mais pour une personne qui a une condition personnelle, ça va causer quelque chose de vraiment plus important. Ben, ça se peut, là, ça va être reconnu comme un accident de travail. Voilà. Donc, c'est juste important parce que des fois, les travailleurs vont dire, ben, ressentent une grande injustice quand ils vont, par exemple, quand leur dossier va être refusé. Mais parfois, les diagnostics qui sont posés par les médecins, c'est des diagnostics qui, par la nature même, font appel à une condition personnelle. C'est un diagnostic écrit sur le certificat médical arthrose, fibromyalgie. C'est pas des diagnostics qui sont causés par un événement. Ça va être le fait que la personne, alors qu'elle est au travail, ben, survient la manifestation de quelque chose qui était déjà en elle. Et donc, c'est pas une injustice que ça soit pas reconnu par la CNSST. Donc, voilà. Je pense que ça peut être important juste de le vulgariser aux travailleurs pour qu'ils puissent le comprendre. Ceci dit, c'est pas parce qu'ils ont déjà une hernie discale qu'ils peuvent pas souffrir d'accident de travail, là, je le répète. Euh, Ensuite, une autre catégorie de lésion, c'est la lésion professionnelle qui est causée par des soins ou par l'omission de soins. Donc, là, j'entre dans des catégories qui sont plus, il y a déjà une lésion professionnelle et là, il peut y avoir une nouvelle lésion professionnelle dans le cadre de l'évolution de la première lésion. Donc, c'est cet exemple-ci. Par exemple, une personne peut aller, bien souvent, dans le cadre d'évolution, il peut arriver des événements. Donc, par exemple, une personne peut aller chez le physiothérapeute, puis dans le cadre de son traitement de physiothérapie, elle fait un mouvement qui la blesse, puis ça fait une nouvelle douleur. Ben, on peut reconnaître une nouvelle lésion professionnelle. Donc, les deux vont comme être ensemble, puis ça va donner droit à des nouveaux traitements et ça peut prolonger, par exemple, la durée du droit à l'indemnité. Pour que ça soit reconnu comme une lésion professionnelle causée par les soins, il doit absolument y avoir un nouveau diagnostic. Donc, sur le certificat médical, il y a le diagnostic initial qui, par exemple, était entorse lombaire. Et là, on va ajouter, par exemple, tendinite. Là, ça va avoir été causé par un traitement de physiothérapie. Et pour le prouver, bien, normalement, dans les certificats de physiothérapie, là, ça va être indiqué, par exemple, augmentation de la douleur depuis le début de tel mouvement. Ça peut être aussi causé par l'omission de soins. Des fois, une personne aurait dû recevoir tel soin, puis il y a des erreurs médicales, des erreurs de traitement. Et l'omission d'un soin qui cause un nouveau diagnostic peut aussi être reconnu comme une nouvelle lésion professionnelle. Et des fois, il y a des soins, des traitements qui peuvent causer des conséquences fâcheuses. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ou entendu parler du SDRC ou syndrome douloureux régional complexe. Puis il y a des travailleurs dans certains organismes qui ont ça parce qu'il y a des dossiers qui me sont parvenus avec ça. C'est un diagnostic qui peut être causé par une immobilisation qui est long terme. Par exemple, quelqu'un qui a un plâtre et qui doit rester pendant longtemps immobilisé. Des fois, si elle n'est pas capable de bouger pendant longtemps et que c'est mal immobilisé, il peut s'en suivre un certain diagnostic qui s'appelle le syndrome douloureux régional complexe. Et c'est un diagnostic qui peut s'étirer sur plusieurs mois, voire plusieurs années, qui cause des conséquences assez fâcheuses. Ce diagnostic-là peut être reconnu dans le cadre de la lésion professionnelle causée par les soins si il est, par exemple, causé par une immobilisation long terme puis qu'un nouveau diagnostic est causé. Voilà. J'espère que je ne vous mélange pas avec toutes les catégories qui peuvent exister. Là. On achève.
Euh, je me demande si c'est pas le dernier, justement. Donc, le prochain que j'aborde, oui, c'est la rechute récidive aggravation. Donc, je vous ai mis les définitions ici. La rechute, c'est le retour, la réapparition de symptômes de lésions qui étaient en voie de guérison. La récidive, c'est la réapparition d'une lésion après un temps plus ou moins long, alors qu'elle était guérie, donc consolidée. Et l'aggravation, c'est l'augmentation de la gravité de la lésion ou des séquelles. Alors que, par exemple, si c'était plat depuis un bout, ben là, tout d'un coup, il y a vraiment une augmentation des douleurs. Donc, il doit y avoir, pour reconnaître, on appelle une rechute récidive aggravation, il doit y avoir une modification de l'état de santé depuis la lésion qui était en voie de stabilisation ou guérie. Pourquoi je vous parle de ça, ce concept-là, c'est que souvent des travailleurs subissent une lésion professionnelle qui était effectivement guérie ou en voie de se guérir et soudainement, alors qu'ils sont à la maison, recommencent vraiment à avoir des douleurs au même endroit et là, ils sont comme, ben, je souffre, qu'est-ce que je fais? On peut reconnaître une rechute de la lésion initiale et obtenir de nouveau des prestations, des traitements, tous couverts par la CNSST. Et à ce moment-là, sur le certificat médical, il va vraiment être indiqué date de la rechute. Et c'est fréquent que ça arrive. Donc, ça peut arriver, et je vous en parle parce que c'est pratique à savoir, vu que c'est moins lourd comme fardeau à démontrer. On n'a pas besoin de démontrer une nouvelle lésion. On a juste à démontrer qu'on a de la douleur qui a été augmentée. Donc, il faut qu'il y ait une modification objective de l'état de santé, mais au même site lésionnel, donc au même endroit que la première lésion. Il y a certains critères pour évaluer s'il y a l'existence d'une rechute récidive. Ben, on va regarder s'il y a une présence d'une condition personnelle. Donc, pourquoi? En fait, c'est qu'une condition personnelle au même site lésionnel, tantôt, je reprends mon exemple de l'entorse lombaire. Si une personne avait de la dégénérescence dans son dos, de l'arthrose, si elle va réclamer une rechute 6 mois plus tard, ben, en fait, ça va être plus difficile de départager si elle a mal à cause de son arthrose au dos ou à cause de l'entorse lombaire qu'elle a subi il y a 6 mois. On va regarder aussi si c'est compatible avec la symptomatologie, donc les conséquences, les symptômes que la personne en avait initialement lors de la lésion professionnelle. Et on va regarder c'est quoi le délai entre l'accident de travail et la dite rechute. Si c'est 10 ans plus tard, ben là, c'est un petit peu moins probable. Si on parle de 6 mois à 1 an, on va pouvoir réclamer une rechute. Donc, c'est ce qui met fin aux différentes lésions professionnelles qu'on peut rencontrer et réclamer. Maintenant, j'aimerais voir avec vous l'évolution d'une lésion professionnelle du moment à ce qu'on fait la réclamation pour l'accident du travail jusqu'à la toute fin. Et la toute fin, c'est pas la consolidation, mais c'est le retour au travail. Et je dis ça, vous allez voir pourquoi. Parce que la théorie, vous allez voir, c'est pas juste la théorie, c'est la pratique pour tous les travailleurs au Québec. Mais des fois, pour les travailleurs étrangers temporaires, c'est plus difficile à figurer. Puis on en reparle, on y reviendra plus tard. Mais la LATMP, elle couvre vraiment amplement. Et si une personne subit des conséquences qui sont très graves d'un accident de travail, la LATMP, elle va couvrir très loin et va indemniser les travailleurs jusqu'à leur fournir, en fait, vous allez voir un emploi convenable. Donc, c'est vraiment, c'est important de voir tout le profil, tout ce que ça couvre, en fait, le processus de réadaptation. Donc, au début, vous le savez, il y a la survenance de l'accident du travail. Là, le travailleur va aller voir son médecin traitant, qui va devenir le médecin qui a charge, qu'on appelle dans le dossier. Ce médecin-là va être le médecin qui va émettre les certificats médicaux tout au long de l'évolution de la lésion professionnelle. Et les conclusions de ce médecin-là, qui est le médecin du travailleur, lit la CNSST. Donc, la CNSST ne peut pas rendre des décisions qui sont différentes de celles du médecin traitant, sauf s'il y a contestation ultérieurement, que je vais arriver. Donc, le médecin traitant va poser des conclusions sur le diagnostic en cause, la date de consolidation. La consolidation, c'est quoi? C'est un plateau thérapeutique. J'appelle pas ça guérison parce que des fois, ben, la lésion, elle n'est pas guérie. C'est juste qu'elle va plus s'améliorer, puis on a atteint le maximum de ce qui va être amélioré et ça va être jamais comme avant. Donc, on appelle ça la consolidation. Il va définir c'est quoi la nature des traitements, la nécessité des traitements. Il va déterminer s'il y a une atteinte permanente, qui est lorsque le travailleur ne peut plus retourner comme avant. Donc, il y a un certain pourcentage qui va être évalué à savoir c'est quoi son atteinte, le pourcentage de ce qu'il a perdu par rapport à avant. Et il va déterminer les limitations fonctionnelles, donc à savoir s'il peut faire tous les gestes qu'il faisait avant.
l'employeur, lui, a le droit de contester ces conclusions-là quand même parce que l'employeur a certains droits dans le cadre du processus. Donc, comment il fait pour contester la décision? Ben, en fait, le diagnostic, par exemple, qui est posé par le médecin du travailleur, il va demander au travailleur de se faire évaluer. L'employeur a le droit. Donc, il va choisir un médecin de son choix et il peut faire évaluer le travailleur. S'il y a une divergence, donc il y a un désaccord entre les deux médecins, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un troisième médecin qui est celui qui est choisi par la CNSST. C'est un médecin qui est indépendant. Et celui, par exemple, il y a le médecin 1, qui est le médecin du travailleur, dit il y a une entorse lombaire. Le médecin de l'employeur dit non, c'est une hernie discale qui était déjà présente avant l'événement et c'est pas causé par le travail, donc il n'y a pas d'accident de travail. Alors là, la CNSST nomme un médecin qui s'appelle un médecin du BEM, Bureau d'évaluation médicale, qui va statuer sur le diagnostic et sur les points qui sont litigieux entre les deux médecins. Et jusqu'à l'évaluation par le BEM, la CNSST, elle est liée par le médecin traitant. Une fois que le BEM rend une décision, la CNSST, elle est liée par cette décision-là. Et lui, il va déterminer c'est quoi le diagnostic et si la lésion elle est consolidée, ainsi que tous les éléments que je dénomme. Lorsqu'un travailleur a subi une lésion, il peut avoir de l'assignation temporaire qu'on appelle. Donc, c'est de retourner au travail de façon graduelle ou retourner à son travail régulier. Mais même s'il retourne au travail, ça ne veut pas dire qu'il est guéri. Donc, on appelle ça de l'assignation temporaire. Ça veut dire, il peut retourner une journée par semaine, 3 journées par semaine, il peut retourner graduellement, il peut retourner à ses tâches ou il peut retourner à des tâches qui sont autres. Par exemple, un travailleur d'usine pourrait être appelé à faire du secrétariat juste pour pouvoir favoriser sa réadaptation et pas juste être chez lui. Et pendant ce temps-là, c'est l'employeur qui va le rémunérer. C'est important à savoir parce que des fois, les employeurs, j'ai vu certains dossiers où ils vont les retourner au travail, ils vont pas suivre les indications de la CNSST. C'est important, c'est le médecin qui autorise le retour au travail et l'employeur doit suivre les indications du médecin pour favoriser un retour au travail graduel et respecter ce que le médecin va dire. Donc, si le médecin dit c'est juste 3 jours par semaine, l'employeur ne peut pas le faire travailler 5 jours par semaine. Ça ne respecte pas la loi et le travailleur peut contester le fait que l'employeur ne respecte pas ça. Donc, il y a vraiment un plan de traitement qui est défini par le médecin et l'employeur doit s'y conformer. Ensuite, autre élément, donc voilà. Une fois que si jamais l'employeur conteste et qu'il y a une évaluation par le BEM, là, le BEM va dire ben, tu peux retourner au travail, mais par contre, tu ne peux pas retourner dans les fonctions que tu avais avant parce que ton accident de travail t'a tellement blessé que tu n'es pas capable de relever des boîtes comme avant. Donc ça arrive dans plein de dossiers. Si jamais le travailleur ne peut plus refaire le travail qu'il avait ou il y a une ambiguïté à savoir s'il ne peut pas refaire le travail qu'il faisait avant, la CNSST va nommer un ergothérapeute. Donc, il va avoir une évaluation de poste et de capacité à effectuer l'emploi. Donc, un ergothérapeute va aller avec l'employeur, avec le travailleur sur les lieux du travail, va regarder le travailleur faire les tâches ou va analyser les tâches de l'emploi pour voir si le travailleur, avec les limitations fonctionnelles qui ont été posées par le médecin, peut effectuer son travail. Si elle arrive à la conclusion que oui, alors là, le travailleur va retourner à l'emploi et la CNSST va rendre une décision de capacité et c'est là que le dossier va se fermer. Par contre, si le travailleur ne peut pas refaire les tâches qu'il faisait avant, il se peut que l'employeur doive trouver un emploi convenable avec la CNSST dans son entreprise. Donc, je prends l'exemple de la personne qui soulevait des boîtes et qui ne peut plus à cause de son accident de travail. Ça se peut que la CNSST, l'employeur, trouve un emploi autre dans l'entreprise qui est plus au niveau du secrétariat, mais il faut que le travailleur ait les compétences pour ce faire. La CNSST peut même payer une formation pour être capable d'arriver aux compétences pour faire ce poste-là. On ne parle pas d'une formation universitaire, là, mais des petites formations. Et si chez l'employeur, c'est impossible de trouver un emploi convenable, la CNSST va même aller à l'extérieur du travail, du lieu de l'employeur et trouver un emploi convenable autre à l'employeur. Donc, le travailleur n'est pas supposé perdre son emploi du fait qu'il a subi une lésion professionnelle. C'est très important à savoir parce que je sais que dans plusieurs dossiers, malheureusement, les travailleurs subissent un accident et ils sont préjudiciés, alors que normalement, on n'est jamais supposé être préjudicié du fait d'avoir subi un accident de travail. Et d'ailleurs, la loi prévoit une protection en ce sens.
que si on sent qu'on a subi une mesure de représailles, une sanction, parce qu'on a subi un accident de travail ou qu'on a réclamé un accident de travail, on a le droit de déposer une plainte à la CNSST et cette mesure-là va être annulée. Ceci, ça peut s'appliquer dans le contexte où on sent qu'on a été congédié parce qu'on a subi un accident de travail et qu'on ne peut plus faire notre travail. Donc, c'est important à mentionner. Donc, vous voyez toute l'évolution là, que je vous ai mis ici, du début de la lésion jusqu'à la fin. Et j'ai passé des étapes parce que pour éviter d'être lourde, mais vous voyez que le processus est vraiment détaillé et protège le travailleur. Et j'ai oublié de le mentionner, mais à la fin, le travailleur, ça se peut qu'il y ait une délimitation, donc il ne peut pas effectuer toutes les tâches comme avant, et ça se peut qu'il y ait un pourcentage d'atteinte permanente. Ce pourcentage-là équivaut à une somme d'argent. Donc, si le travailleur, par exemple, perd un doigt parce qu'il travaille et a dû subir une amputation, ben, il y a un pourcentage d'atteinte permanente qui va être octroyé et ce pourcentage-là va équivaut à des milliers de dollars. Des fois, ça peut être 2 000, 3 000 quand c'est une perte d'amplitude, par exemple. Mais quand c'est quelque chose qui est majeur, comme perdre un membre, ça peut aller à plusieurs milliers de dollars. Donc, c'est vraiment important d'accompagner les travailleurs dans la connaissance de ces droits-là et de vraiment être présent dans leur dossier jusqu'à la fin, jusqu'à la fermeture du dossier, jusqu'à une évaluation de capacité au travail. Passons au processus décisionnel, juste pour que vous puissiez voir un peu comment ça se passe. Je pense que vous le voyez parce que certains accompagnent les travailleurs dans le dépôt de leur réclamation. Euh, Initialement, chaque élément que je vous ai mentionné en haut dans le processus est sujet à une décision de la CNSST, c'est-à-dire le diagnostic qui est en cause. Donc, je vous ai dit, le médecin pose un diagnostic. Si l'autre médecin n'était pas d'accord, là, le BEM va se positionner. Il y a une décision qui va être rendue. L'admissibilité de la lésion professionnelle. Donc, de dire, le travailleur a subi une lésion professionnelle, l'employeur peut contester et la CNSST va rendre une décision. Le pourcentage d'atteinte permanente, la capacité de retourner au travail. Tout ça fait l'objet d'une décision indépendante et toutes ces décisions-là peuvent être contestées soit par le travailleur, soit par l'employeur. On reçoit la décision, c'est important de la contester si on n'est pas d'accord dans les 30 jours. Sinon, ben, on est hors délai et c'est difficile à démontrer. Il faut démontrer des motifs pour lesquels on est hors délai. Et le fait de ne pas connaître la loi, c'est pas un motif pour être relevé du défaut de contester. Donc, je prends l'exemple d'une personne qui réclame à la CNSST et sa réclamation est refusée. Donc, la CNSST dit que ce n'est pas un accident de travail, c'est une condition personnelle. Là, le travailleur doit contester dans les 30 jours. Ensuite, la direction de la révision administrative, la DRA, va rendre une deuxième décision et confirmer la décision de la CNSST. Encore une fois, on peut contester cette décision-là et on va l'amener devant le tribunal administratif du travail. Et c'est à ce moment-là souvent que des avocats vont venir dans le dossier et on va aller devant un juge et c'est là qu'on va démontrer en fait là, les motifs pour lesquels on considère qu'on a un accident du travail, avec les critères que je vous ai parlé antérieurement. Donc, de démontrer l'événement imprévu et soudain, c'est là qu'on fait la preuve, avec une preuve médicale. Devant le tribunal administratif, on appelle ça de novo. Donc, le juge, c'est comme s'il prenait pas en considération les autres décisions qui ont été rendues antérieurement et réécoute la preuve de nouveau. Donc, le travailleur peut arriver avec une nouvelle preuve médicale, une expertise, par exemple, qui dit que son diagnostic peut causer tel accident. Ça, c'est le processus décisionnel au tribunal. Et pendant ce temps, juste avant la décision du tribunal, c'est possible de faire une conciliation, donc une médiation. Qu'est-ce qu'on peut négocier? Là, je tombe dans le stratégique, là, je ne veux pas vous perdre, mais je vous en parle et je l'aborde juste pour que vous puissiez voir que des fois, la médiation peut être une alternative si jamais quand on évalue les chances de succès, et je peux vous aider en ce sens, on voit que aller au tribunal, c'est complexe, soit parce que c'est beaucoup de preuves à administrer, soit parce que c'est très, très, très stressant pour le travailleur, soit parce que le dossier a plus de chances de succès et on considère que ça serait préférable de peut-être le régler. Je donne juste des exemples. Vous n'êtes pas obligé de les rappeler parce que ça peut être complexe, mais je vous montre comment ça peut se régler. Donc, par exemple, la réclamation du travailleur, elle est refusée initialement par la CNSST. Le travailleur va la contester et on se rend presque jusqu'au tribunal. Plutôt que d'aller devant le tribunal, on dit
Ouais, j'ai pas beaucoup de chance de succès avec cette décision-là parce que c'est vrai que c'est plus la manifestation d'une condition personnelle au dossier. Ben, l'employeur, de son côté aussi, ça ne tente pas d'aller devant le juge. Donc, ça se peut qu'ils disent, OK, désiste-toi de ta liaison professionnelle, de ta réclamation, et moi, je vais payer la période des 14 premiers jours que la CNSST vient te chercher. Parce que quand un travailleur souffre d'une liaison professionnelle et que finalement c'est refusé, il y a une période, initialement les 14 premiers jours, qui va être réclamée aux travailleurs. Donc, un certain montant qui peut être de 1000, 2000, 3000 dollars, qui va être réclamé aux travailleurs, qui va devoir payer. Parce que c'est comme l'équivalent quand il s'est absenté du travail et qu'il était chez lui de son salaire que la CNSST a payé. Donc, des fois, on peut dire, OK, ben, je ne vais pas aller au tribunal, là, mais finalement, je ne veux pas avoir à payer ce 2000, 3000 $-là. Donc, on peut dire, je me désiste de mon dossier, mais l'employeur paye ma période de 14 premiers jours. Ça peut être des fois des ententes qu'on fait. Des fois, on peut dire, OK, ben, je me désiste de ma liaison professionnelle, de ma contestation, mais l'employeur me paye des traitements. Parce qu'on garde les reçus. C'est toujours important de garder les reçus pour les traitements. Et ceux que j'ai subis dans la dernière année, l'employeur me les paye. Et on peut même prévoir pour le futur une période où l'employeur va me payer les traitements, mais je me désiste de ma réclamation parce qu'on sent qu'on n'a pas de chance de succès. Donc, des fois, on peut même demander de recevoir la différence entre ce qu'on a reçu du chômage et ce qu'on aurait reçu de la CNSST, puis on se désiste de sa réclamation. Donc, vous voyez que c'est des façons de voir comment on pourrait régler le dossier pour éviter d'aller devant le tribunal, parce que des fois, devant le tribunal, on se dit, j'ai beaucoup plus de chances de succès de ne pas gagner ce dossier-là. Si initialement le dossier était accepté, mais qu'on a quand même une crainte, ben, on peut décider de retirer et renverser sa lésion, sa réclamation. Et à ce moment-là, ben, le travailleur a déjà reçu toutes les prestations qui ont été payées par la CNSST. Donc, l'employeur ne peut pas les réclamer. Ça a été payé par la CNSST. On peut dire, ben, l'employeur assure quand même la période de 14 premiers jours et tout le monde repart chez eux normal. Donc, c'est des façons de voir comment on peut régler le dossier pour éviter d'aller devant un juge. Mais des fois, la meilleure façon, c'est aussi d'aller démontrer à un juge qu'on a subi un accident de travail. Et cette loi-là, c'est quand même une loi qui favorise le travailleur. Donc, les accidents de travail sont quand même facilement reconnus si on a un dossier qui est crédible et que c'est vrai, en fait, qu'il y a eu un événement imprévu soudain qui s'est passé. Il reste pas beaucoup de diapositives avec vous, là. J'ai 2 dernières diapositives. Je voulais voir avec vous comment on peut accompagner un travailleur dans sa réclamation et son processus. Donc, premièrement, en fait, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, la première chose la plus importante pour s'assurer de l'application de la présomption, c'est s'assurer que le travailleur, la travailleuse a avisé son employeur le plus rapidement possible après qu'il a subi la liaison professionnelle. Donc, c'est possible même d'avoir rempli un rapport d'incident sur les lieux du travail. La deuxième chose, c'est de s'assurer que le travailleur a consulté un médecin le plus rapidement possible, c'est-à-dire si possible la journée même, et que le formulaire d'attestation médicale a été rempli par le médecin. Troisième chose, on peut accompagner le travailleur dans la rédaction de sa plainte à la CNSST, mais de sa pas plainte, de sa réclamation à la CNSST en remplissant le formulaire en ligne. Et à ce moment-là, on peut aider le travailleur à faire c'est un accès au site Internet. Donc, il y a un code avec un mot de passe. Vous allez le travailleur à le garder. Et c'est important parce que, en fait, après, tout se gère par cette plateforme-là. Dès qu'on dépose un document, c'est beaucoup plus facile. Les têtes ont toutes un cellulaire. Donc, c'est vraiment plus facile de fonctionner avec ça en ligne que par fax ou envoyé, c'est ça, par la poste. Et autre chose importante, dans le cas des travailleurs étrangers temporaires, c'est qu'ils ont un formulaire qui s'appelle le droit d'option. Donc, quand on est une personne qui est de l'étranger, ça arrive bien, en fait, et qu'on a un régime qui est disponible dans notre pays d'origine, il faut remplir un formulaire qui dit qu'on refuse d'obtenir le régime de notre pays d'origine quand on est admissible aux deux et on accepte de se soumettre au régime de la CNSST. Des fois, c'est arrivé que si on omet ou on oublie de remplir ce formulaire-là, ça se peut que la réclamation soit tout simplement refusée parce que c'est une obligation quand on est dans le cas d'un travailleur étranger temporaire. Important aussi d'aviser le travailleur de garder tous ses reçus, traitement, stationnement quand il va à un traitement ou à l'hôpital, euh, les frais médicaux, le matériel qui a été prescrit, qui n'a pas été remboursé, par exemple, par la RAMQ ou le COAN, le cas échéant. Parce qu'on peut, comme vous l'avez vu dans le cas d'un règlement, se faire rembourser par l'employeur ou si la lésion est finalement acceptée, en fait, soumettre pour un remboursement ultérieurement.
est important d'aviser le travailleur de collaborer dans le cadre du processus, donc de se soumettre à tous les examens, même ceux qui sont demandés par l'employeur. Euh, et c'est ça, et de collaborer, se rendre à tous les traitements, d'aller au travail si c'est demandé, de faire une assignation temporaire. C'est vraiment important, sa collaboration, elle est nécessaire à la réussite en fait, du dossier des heures professionnelles. Et je vous l'ai dit, mais c'est important que le travailleur ait une cohérence dans ses versions. Donc, s'il remplit une réclamation du travail initialement, sa version ne devrait pas modifier au fil du temps. Ça devrait toujours être la même version parce que sinon sa crédibilité elle est entachée et le dossier peut être refusé pour ce motif. Et enfin, j'arrive à une diapositive avec laquelle je veux faire une discussion ouverte avec vous, c'est comment ça s'applique ces principes et ces processus dans le cas des têtes. Euh, la théorie, c'est que le système s'applique et les droits des travailleurs sont unanimes. C'est les mêmes, en fait, que ce soit un travailleur étranger temporaire ou un travailleur québécois. Et quand un accident de travail arrive, dans les faits, oui, le travailleur a droit là, au processus de la CNSST. Le travailleur a droit en fait, puis j'ai été voir la CNSST là, à la dernière rencontre, et avec eux, oui, ils le disent, le travailleur a droit au même traitement. Donc, même s'il est parti du pays parce que son contrat de travail est terminé, mais sa lésion, elle n'est pas consolidée, le travailleur a le droit de recevoir les traitements dans son pays d'origine et d'être remboursé par la CNSST. L'employeur, lui, maintient son droit de faire évaluer le travailleur. Puis vous avez vu qu'il y a un bureau d'évaluation médicale, un BEM, qui pourrait évaluer le travailleur. Ceci est même possible, même si le travailleur est à l'étranger. Et la CNSST m'a dit que c'est elle qui ferait revenir le travailleur euh, et que ces frais-là seraient imputés au dossier de l'employeur. Mais ce que je me questionne, moi, c'est comment ça s'applique vraiment en pratique. Puis j'aimerais ça vous entendre là-dessus. J'ai l'impression des fois que les travailleurs retournent dans leur pays d'origine et le dossier n'est pas consolidé, puis que finalement, on perd un petit peu c'est ça, dans tout ce processus-là. Vous le savez, je vous l'ai dit, la CNSST est obligée de définir qu'il y a une décision de capacité, que le travailleur est capable d'effectuer son emploi prévisionnel ou à défaut, lui trouver un emploi convenable. Mais dans le cas des travailleurs étrangers temporaires, la question se pose parce que s'ils veulent revenir la saison prochaine, s'ils ne sont pas capables d'exercer les tâches de l'emploi et qui sont prévues à l'EIMT au permis de travail, bien, la question elle se pose à savoir si l'employeur est obligé de le réembaucher ou non. Donc, c'est comme s'il y a un chevauchement des deux paliers de législation qui me font poser des questions sur comment ça s'applique vraiment en théorie, et à savoir si les travailleurs se retrouvent un peu discriminés du fait d'avoir subi des accidents de travail. Donc, c'est ça. Je voulais être sur une question ouverte. Si vous voulez me partager